Silence. Voilà. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Pouvez-vous faire un petit sourire ou avec vos icônes pour vérifier que tout le monde m'entend bien? Je vois Sonia qui sourit, Sylvette. Bonjour Sylvette. Marie-Josée aussi, Daniel. J'espère que Corinne, Lise et Patricia, vous m'entendez bien aussi. Alors, premièrement, Corinne, ça va? Oui, Lise, je viens de voir avec un petit crochet vert. Et les autres, si entre-temps vous avez des défis à m'entendre, communiquez tout de suite avec Eric. Alors, mais premièrement, je voulais remercier tous les gens qui travaillent au consortium provincial francophone, dont particulièrement Marie-Josée Verret qui a fait les démarches de prêt avec moi pour que je puisse être avec vous. Merci beaucoup aussi à Eric Caron qui m'a montré comment fonctionne Adobe Connect. Et je voulais vous dire que pour moi, c'est la première fois que je fais un webinaire. Alors, c'est une première et je suis contente de le faire. Mais vous allez voir pendant la session comment ça va se dérouler et peut-être que vous aurez des suggestions à faire. Et je serai très ouverte aux suggestions pour la semaine prochaine, qui est le jeudi le 12 octobre. Et on aussi va se rencontrer une troisième fois au mois de février. Alors, je crois que ces suggestions-là, le plus facile serait probablement d'en parler ou d'envoyer un courriel à Marie-Josée Verret, puis elle pourrait mettre ça ensemble pour la prochaine fois, si c'est le cas, si c'est pertinent pour ce qu'on est en train de faire. Alors, cette présentation-là, je l'ai déjà fait en format atelier, mais comme je vous dis, c'est la première fois que je la fais en webinaire. Alors, on va voir comment ça va se passer. Puis juste une petite information qui n'a rien à voir avec la présentation comme telle, c'est que mon petit garçon arrive de l'école vers 3h15 et je suis à la maison dans mon bureau et il va devoir juste rentrer dans mon bureau, me faire un petit bonjour maman, je suis arrivée pour que je sache qui est arrivé. Puis il sait ensuite que moi je vais continuer jusqu'à 4h, mais ce qui est 5h votre heure, là, mais 4h pour moi ici. D'accord? On est prêt, on commence? Oui, Sonia me fait oui. Parfait. Daniel, tu as une question? Est-ce que Daniel, tu as une question? Alors, c'est un bonhomme sourire. Très bien. Alors, je vais je vais commencer à faire dérouler mon diaporama. Juste un plan de la route pour notre session d'aujourd'hui. Bon, mais je vais juste vous me présenter brièvement. Ensuite, on va parler du contexte en bref dans lequel nous travaillons, mais vous en Alberta en contexte francophone minoritaire et certains défis que cela peut apporter pour vous. Puis, le but principal aujourd'hui, c'est de vous présenter deux modèles pour être mieux intégrés. J'aurais dû mettre mieux intégré langue et contenu. Puis on va parler de stratégies concrètes. Puis ensuite, on va vous donner un petit quelque chose à faire pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va se concentrer spécifiquement sur l'interaction orale, tout en intégrant langue et contenu dans nos salles de classe. D'accord? Pour ce PowerPoint-là, il sera aussi disponible pour vous. Je les vais mettre en forme PDF ou je ne sais pas si c'est Eric qui va le mettre sous format PDF pour que vous puissiez y avoir accès dans vos écoles. Alors, si vous n'avez pas le temps de prendre des notes sur toutes les diapositives, ne vous inquiétez pas, le diaporama il sera disponible pour vous. D'accord? Mais si je vais un petit peu trop vite, vous pouvez voir la tortue, là, c'est un de nos petits icônes qui me fait sourire d'ailleurs. Alors, vous pouvez mettre une tortue si vous voyez que je vais un peu trop vite et vous pouvez aussi me demander de revenir sur quelques points d'une diapositive. Là, sentez-vous bien à l'aise. Pour l'accueil, pour mon parcours professionnel, juste pour vous dire que moi je suis d'origine, je viens du Québec, mais pour mon parcours universitaire, je suis déménagée en Colombie-Britannique et j'y suis restée. Mais au Québec, moi j'ai grandi dans un milieu francophone, une famille francophone, et l'anglais, je l'ai vraiment appris beaucoup plus comme jeune adulte à l'université. Au cégep, c'était une matière très difficile pour moi l'anglais. J'étais ce qu'ils disent en bon québécois, j'en arrachais un petit peu. Alors moi, je me souviens très bien aussi de mon parcours d'apprenante langue seconde. J'ai aussi l'espagnol comme langue seconde et aussi le portugais, mais je veux dire du français, portugais, espagnol et anglais, c'est l'anglais qui me causait le plus
de défis. Alors, je me considère aussi apprenante de langue seconde, ce qui fait que je peux bien m'identifier à certains défis que ont nos élèves. Et moi, ensuite, je suis devenue j'ai enseigné au secondaire en Colombie-Britannique, français langue 9, les cours de français de littérature, de français en 9e, 10e, 11e, 12e. J'ai fait aussi les sciences humaines, 9, 10, 11. J'ai aussi enseigné au baccalauréat international pour le FSL, 11 et 12, pour le programme Immersion. Aussi, j'ai eu la chance d'enseigner à l'élémentaire à quelques reprises, pas à temps plein, mais à temps partiel, en deuxième et troisième année à quelques reprises. Je travaille à l'université Simon Fraser dans la formation des enseignants. Ça, c'est 75% de ma tâche d'enseignement, c'est de travailler avec les stagiaires à l'université du milieu francophone, pour les profs qui vont travailler en milieu francophone, en immersion et en core French. Mais j'ai gardé une journée à ma commission scolaire, ce qui me permet de rester bien ancrée dans le terrain. Et cette année, mon rôle est de facilitatrice ou coordinatrice des programmes de français dans cette commission scolaire de New Westminster, pour ceux qui connaissent un petit peu la région du Grand Vancouver. Et ça me permet de faire du co-enseignement, de faire la co-planification avec les enseignants à partir de la maternelle jusqu'à la 12e année. Alors, je travaille sur différents projets avec les enseignants, dépendamment de ce qu'ils veulent faire. Je pense que c'est important de mentionner aussi pour moi que je suis parent. Maintenant, je suis parent. Comme je vous ai dit, j'ai un petit garçon, mais j'ai aussi une fille. Alors, mes enfants ont 10 ans et 12 ans. Et ils sont en milieu francophone minoritaire. Pour moi, c'est une nouvelle réalité parce que j'ai grandi en milieu francophone majoritaire. Et il y a plusieurs questions que je me pose comme parent en tant que parent d'enfants en milieu minoritaire au niveau du développement langagier, justement, construction identitaire, etc. Alors, juste pour vous dire que c'est pas juste du côté professionnel que ce sont des questions que je me pose, mais c'est aussi du côté de parents et de francophones qui me retrouvent en situation minoritaire. Et mon conjoint, lui, il est anglophone de la Colombie-Britannique. Et lui, il a un bagage au niveau langagier plus japonais et langue asiatique. Alors, on est on est un petit peu dans cet univers. Dans cet univers-là. Et je suis aussi, ça c'est présidente de la DCLCA, c'est BC Language Coordination Association. Ce sont les coordinateurs de langue dans les différentes commissions scolaires. Et eux, ils reçoivent les fonds fédéraux et ils gèrent tout ça au sein de leur commission scolaire. Alors, je suis présidente de cette association-là. Alors, j'entends aussi parler un petit peu des enjeux qui se passent au sein des commissions scolaires à travers la province. Et puis finalement, je suis étudiante, je suis retournée sur les bancs d'école l'année dernière et là je suis étudiante au doctorat. Et pour ceux qui étaient à la SELF la semaine dernière à Calgary, vous avez peut-être vu ma présentation, je m'intéresse aux perspectives autochtones dans les programmes d'immersion française et programmes francophones, à quoi ça ressemble dans la mise en pratique. Alors c'est un petit peu ça là, si je pouvais me présenter puis voir un petit peu là d'où vient mon expérience. J'aime pas trop dire expertise parce que je vois plus ça comme des expériences d'enseignement et des expériences professionnelles puis aussi personnelles comme parent. Questions avant qu'on continue ou clarification? C'est pas une question, Isabelle, mais présentement, ta vidéo est figée. J'ai vérifié avec Marie-Josée et pour elle aussi. Alors, si tu peux fermer ta webcam et la rouvrir. Et vous m'entendez toujours? On vérifie. Ça fonctionne. OK. Absolument. Écoute, c'est très bien. Là, je fais débuter le partage. J'ai hâte d'entendre le webinaire. Pour ma caméra. Est-ce qu'elle est toujours figée? Oh. Elle semble figée. Alors, ce que je propose tout simplement, c'est que je vais masquer la fenêtre. Alors, ta caméra est désactivée maintenant, puis je vais tout simplement rallonger la fenêtre de conversation. D'accord, puis plus tard, j'ai des petites choses à montrer à l'écran. J'espère que ça sera moins figé. Ou je sais pas trop comment on pourra voir ça. Attendez, je vais démarrer ma webcam. Je vais refaire un essai, puis sinon pendant les conversations, les petits ateliers. Et là, est-ce que c'est encore figé si je vous montre mes petits cartons?
Oui, écoute, on voit ton OK, image, mais parfait. c'est figé, Bon, mais c'est bien, pas grave, ça ne devrait pas déranger je le ferme partage ça, d'écran. puis je continue. J'aimerais juste faire un tour de table rapidement pour essayer de reconnaître vos voix. Un peu quelle école, quel niveau que vous enseignez, puis aussi que veut dire l'intégration langue et contenu pour vous. Alors, est-ce qu'on aimerait commencer? Est-ce que j'ai Corinne en haut parce que c'est en ordre alphabétique, j'ai l'impression que les noms apparaissent, mais Corinne pourrait commencer ou bien une autre participante pourrait commencer. Je vous écoute. Alors, je ne pense pas que... Oui, absolument, je ne pense pas que Corinne... Voilà, alors je ne peux pas parler au micro. Est-ce que je peux écrire absolument Corinne? Et pendant que tu écris, peut-être D'accord. que Daniel peut activer son microphone Bonjour et Daniel. répondre à la question. Euh, Bonjour, moi Danielle Bissonnette, je suis à l'école Notre-Dame. J'enseigne la francisation, l'anglais langue seconde et je suis en charge du programme de littératie à mon école. L'intégration des langues, je suis pas certaine de comprendre la question. Ça va, si c'est pas super clair. Alors, qu'est-ce que... Le webinaire est sur ça. Alors, je pense que même à la fin du webinaire langues et aujourd'hui, contenu? ça va être beaucoup plus clair lorsque je vais vous montrer les deux modèles. Alors, si c'est pas super clair, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Très bien. OK. Une autre personne? Ah, mais je vois Corinne. Très bien. Je suis à l'école francophone d'Erdry. J'enseigne la 2e année. D'accord. Et tu es pas certaine non plus de comprendre la question. Pas de problème. Ça va se clarifier aujourd'hui, 2e année. Ensuite, est-ce que Lise aimerait prendre la parole? Oui, on entend très bien. Oui, bien sûr, vous m'entendez? Oui, on entend très bien. Bonjour, j'enseigne à l'École des Beaux-Lacs à Bonnyville, en Alberta, et puis Ah, d'accord. Alors, présentement, j'enseigne de la 7e année à la 12e année. Alors, pour moi, l'intégration des langues, c'est vraiment comment faire en sorte que nos jeunes peuvent d'accord. maîtriser Puis, la le thème langue du un deuxième, c'est peu dans surtout tous les les aspects de leur sciences vie. humaines, les sciences maths, sciences, les langues. D'accord. Merci. Non, les langues. Patricia? Les langues en français. Les langues. Oui. D'accord. Merci. Bienvenue. Patricia? Bonjour, moi c'est Patricia Plamondon. J'enseigne la 3e année l'anglais en 3e année à l'école Saint-Jean d'Arc et je fais aussi la D'accord, francisation merci. de la 1re à la 6e. L'intégration du contenu, moi je prends ça comme que la langue, ça s'apprend. C'est pas juste quand tu fais ton français que tu es en train d'apprendre la langue, là, que c'est dans toutes les matières, mais je suis pas Oui. certaine si c'est ça que ça veut dire, Oui. mais c'est comme ça que je Très l'avais bien. pris quand je Sonia? regardais le titre. Est-ce qu'on... Oui, alors bonjour, moi c'est Sonia Durand, je suis à Beaumont, juste au sud d'Edmonton, je suis la directrice ici de l'école Saint-Vital. C'est moi qui ai le dossier francisation depuis l'ouverture de l'école, car on ne me donne jamais dans ma dotation de temps pour ce dossier-là. Donc, j'y vais à tâtons depuis qu'on a ouvert l'école, à vrai dire. Et pour moi, je pense que ça ressemble un petit peu aux autres, l'intégration de la langue, c'est vraiment comment je peux faire tout ça. D'accord. Et dans les différents Sonia, cours vous, que c'est les une professeurs école enseignent. élémentaire ou secondaire? OK, maths à 7e année. Nous, on est de maths à maternelle, 7 en année. ce moment. Très bien. Très bien. Et Oui. Sonia, alors on a deux Oui, Sonia. On maternelle a à Sonia Durand, c'est bien ça, et Sonia Maillère? Est-ce que Sonia Maillère m'entend? Sonia, OK, mais Sonia, je sais pas, peut-être mettre Elle vient d'écrire allumer le oui, micro parce que le micro était Isabelle. fermé. Et Sonia, on voit que ton micro, il est allumé. Je vais laisser régler ça. Non, c'est parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire elle n'a pas eu le temps de faire la configuration audio. D'accord, Donc, autant Sonia, Sylvette que Lise. c'est ça. Je pense pour lui. D'accord. Et Sylvette,
Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire la configuration, peut-être vous présenter comme Isabelle le demandait dans la fenêtre conversion. D'accord, Sonia, s'il y a beaucoup de bruit dans la salle, il n'y a pas de problème. Pendant peut-être, si vous pourriez juste indiquer le niveau que vous enseignez, ça va m'aider pour les exemples que je vais donner aussi. Alors, Sonia est en 3e année, d'accord. Et Sylvette est en train d'écrire. Bon, mais ça marche. 3e francisation, d'accord, francisation 3e et 7e année, 5e, 3e et 5e année. Merci. Alors, peut-être que pendant le webinaire, on aura le temps avec Eric de faire la configuration pour le son lorsqu'on va vous mettre en petits groupes pour faire des courtes discussions. Puis Sylvette, je vois qu'elle est encore en train d'écrire, mais je vais poursuivre, puis on va... Sylvette, conseillère pédagogique, francisation depuis quelques années à tous les niveaux. Merci Sylvette. Des raisons pour lesquelles vous êtes inscrit au webinaire, de ce que je comprends, certaines d'entre vous, c'est pas très clair non plus que veut dire intégration langue et contenu. Alors j'ai l'impression que c'était une des raisons pour lesquelles vous êtes inscrite. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles vous étiez inscrite au webinaire? Alors c'est à vous de choisir de répondre activement ou si vous voulez juste répondre pour vous-même pour votre intention par rapport à votre inscription à ce webinaire-là. Vous pouvez prendre la parole pour que c'est toujours intéressant de savoir pourquoi les gens sont là avec nous pour ce type de développement professionnel. Est-ce qu'une personne aimerait parler? Patricia? Ça a été encouragé par le Centre Nord, les gens qui prenaient, qui étaient responsables de la francisation, de suivre cette session. Puis le titre, c'était vraiment créer un milieu enrichissant, langagier enrichissant. Alors c'est Merci Patricia. Pour cette raison-là que une autre personne aimerait ajouter quelque chose? Ça va, je vais poursuivre. Juste je suis retournée dans le programme de francisation que vous avez en Alberta, qui est la francisation, l'affaire de tout le monde. Je dois d'ailleurs vous dire que j'étais très impressionnée par tout le travail qui a été fait pour ce qui est de volet francisation pour le programme francophone en Alberta. J'ai d'ailleurs envoyé les liens pour notre programme francophone ici en Colombie-Britannique parce que nous n'avons pas ce type de document et ce type de travail qui a été fait auprès de nos élèves, mais c'est sûr que la situation se ressemble beaucoup en étant dans l'Ouest canadien. Et alors, les objectifs pour les élèves du programme francophone en milieu minoritaire, j'ai repris la citation du CEMEC qui est dans le document. Et qui est dans le document d'ailleurs, qui l'élève utilise la langue française non seulement pour communiquer de façon efficace dans la vie courante et scolaire, mais penser, apprendre, être critique par rapport à ce qu'il vit. Alors, on développe aussi la métacognition par rapport à sa situation sociale, culturelle en milieu minoritaire. Il doit se créer un espace culturel, aménager un territoire, exercer un pouvoir d'initiative et prendre en main son propre développement. Rien de moins. Alors, pour tous ceux qui travaillent en francisation, là, c'est un énorme travail qu'on a à faire auprès des jeunes de la communauté francophone. Et je regardais aussi le palier 5 pour les seuils repères par rapport, ça c'était au niveau de la communication, si je me souviens bien. Communication en général, autant à l'oral et à l'écrit, ce qui ressort, c'est d'être capable de fonctionner avec différents locuteurs natifs, s'ajuster aux différents registres de langue, s'ajuster aussi, je pourrais l'ajouter sur ma diapositive, aux différents accents, parce qu'on s'entend bien que la francophone, elle est plurielle. Être capable de discuter, soit à l'oral, même à l'écrit, et comprendre une grande gamme de sujets, dont des sujets abstraits,
dans des situations scolaires, sociales et scolaires. Tout ça en utilisant un vocabulaire riche, des phrases complexes, tout en appliquant les conventions grammaticales usuelles. Alors, rien de moins, n'est-ce pas, pour ce qui est du programme de francisation pour les jeunes du programme francophone. Mais on va revenir à ces différents aspects parce que l'intégration langue et culture, pas langue et culture, langue et contenu, on pourrait aussi faire langue et culture, mais langue et contenu, c'est vraiment de travailler ces différents blocs pour le bloc langagier, pour que nos élèves se sentent à l'aise, confiants de fonctionner dans une communauté francophone en milieu minoritaire, mais aussi fonctionner dans une communauté francophone majoritaire s'ils arrivent à y aller soit en vacances, soit pour des raisons familiales, aussi pour des études post-secondaires, s'ils décident d'aller, par exemple, étudier en Ontario, à Ottawa, s'ils veulent aller étudier au Québec, s'ils veulent aller étudier en France, en Belgique, etc. Alors, on veut qu'ils se sentent assez confiants comme francophones pour pouvoir sortir un peu aussi, autant d'être leader dans leur communauté que de sortir. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois et que je le vis. Puis aussi au niveau de la recherche, tout ce qui est la question de empowerment, comme ils appellent en anglais, pour les communautés francophones. Alors, défi pour enseigner en contexte minoritaire. Là, la diapositive, elle est pas super. Vous la voyez bien, mais les petites bulles, il y en a que c'est écrit un peu petit, je trouve. Mais les défis de l'enseignant, on parle bien de l'enseignant ici. Si je vais en haut, mais toute la question construction identitaire des jeunes, sachant que la réalité de nos jeunes a changé depuis 20-25 ans. C'est la même chose en Colombie-Britannique. Si on se retrouve avec des jeunes avec des parcours culturels, historiques, très différents, leur parcours de vie. On a des réfugiés, on a des immigrants, on a la majorité de nos élèves sont tous bilingues, voire plurilingues. Et on voyait dans les statistiques aussi pour l'Alberta que c'est le cas de vos élèves francophones. Alors, on n'a plus vraiment des communautés qui étaient plus homogènes. On se retrouve dans une communauté francophone minoritaire très hétérogène de par leur parcours langagier et culturel. Le défi de l'enseignant, je sais pas, est-ce que vous voyez ma souris? Est-ce que quand j'active ma souris, est-ce que vous la voyez? Marie-Josée, et est-ce que vous voyez ma souris? Est-ce que vous voulez me faire un petit bonhomme sourire? OK, alors je vais faire la petite flèche ici. Non, la petite flèche, je peux l'activer? présentement. Ça, c'est moi. Alors, oui, la petite flèche. OK, la petite flèche. Les défis de l'enseignant, On la on voit. s'entend bien qu'il y a aussi un certain isolement parce qu'on est dans les communautés une communauté minoritaire et parfois on est la seule école dans la région qui soit francophone et alors on n'est pas comme du côté anglophone où ils ont beaucoup de collègues. Et d'ailleurs, c'est la raison même pour laquelle nous avons un webinaire et que je ne suis pas déplacée en Alberta puisque vous êtes peu nombreux et il aurait fallu que j'aille dans les quatre régions pour représenter. Il y a aussi parfois du fait que l'éducation au Canada, c'est un programme, l'éducation est provinciale et non pas fédérale. Et on a souvent un manque de ressources adaptées en français sur le contenu provincial parce qu'on a on a un contenu provincial à enseigner aussi. Alors c'est ce qui fait que parfois c'est un défi. Et le grand défi dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le défi intégration, langue et contenu. On pourrait bien sûr faire tous les défis construction identitaire. D'ailleurs, c'est ce dont c'était un des thèmes, un des thèmes prioritaires du congrès de la SELF. On prépare de l'isolement, mais pour nous, pour ce webinaire, cette série webinaire, ça serait vraiment sur le défi intégration, langue et contenu. Je poursuis. Pour une francisation réussie, on parle ici de compétences langagières, compétences identitaires et construction identitaire positive, puis on veut un élève, un jeune adulte qui soit un acteur social engagé. Par rapport à ça, c'est comme une espèce de un ne va pas sans l'autre. Pour pouvoir
avoir une construction identitaire positive, être un acteur social engagé en français, il faut avoir des habiletés langagières autant pragmatiques, morphosyntaxiques, stratégiques, discursives, et avoir aussi être capable de faire la discrimination auditive au niveau de l'écoute. Et là, ça, je me réfère à vos paliers, à vos seuils repères. Dans d'autres recherches, ils vont parler de d'autres, parfois ils utilisent d'autres termes pour habiletés langagières, mais on s'entend que ce sont les habiletés langagières les plus qui sont les plus importantes pour nos élèves et qui rassemblent la majorité des différentes compétences qu'on doit développer chez nos jeunes. Lorsqu'on parle souvent de compétences langagières, comme prof de français, là je parle de moi aussi comme enseignante de français, souvent on s'arrête au morphosyntaxique, qui est les morphosyntaxiques. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui connaissent bien. Le morphosyntaxique, on parle de la grammaire, l'accord des adjectifs, l'accord des verbes, etc. Mais on s'entend que pour être un acteur social engagé, on doit être capable de faire beaucoup plus que d'accorder nos verbes et nos adjectifs. Alors ça, ce tableau-là, on va y revenir, mais c'est si je vais juste démontrer de manière visuelle comment un ne va pas sans l'autre. Excusez-moi. Quels sont les défis pour une meilleure intégration langue et contenu? Souvent, dans les autres matières que le français, si je pense à l'enseignement des maths, l'enseignement des sciences, l'enseignement des sciences humaines, on va plus se concentrer sur le contenu que sur la langue, parce qu'on a notre curriculum à faire, on doit passer à travers notre curriculum, notre manuel, et parfois on oublie qu'en contexte minoritaire, francophone, il doit y avoir une attention particulière mise aussi sur la langue lorsqu'on fait du contenu. Un autre défi de pourquoi on a de la difficulté parfois comme enseignant, c'est que souvent l'expérience des enseignants a été en milieu pédagogique majoritaire. Alors, par exemple, si je prends mon expérience à moi, j'ai grandi en apprenant le français, mais ça dans un milieu majoritaire. Alors, il y a beaucoup de choses que moi j'ai apprises en français qui n'étaient pas nécessairement apprises à l'école. On parle des habiletés socio-pragmatiques, par exemple. Pragmatique, là, on parle de registre de langue, etc. Moi, vous voyez, par exemple, je l'ai appris en travaillant au commerce de mes parents. C'est là que j'ai appris à vous voyer les gens, pas nécessairement tellement à l'école. Alors, quand on travaille, je reviens à ma diapositive ici, lorsqu'on travaille, lorsqu'on a grandi en milieu majoritaire, où on a une pédagogie de milieu majoritaire, on oublie peut-être comment c'est un peu différent en milieu minoritaire. Il y a aussi, je crois, toute la question, on a besoin de plus de recherche, plus d'études, plus de recherche sur la question de l'enseignement du français en milieu minoritaire, mais en français, en milieu minoritaire, pas juste du français en milieu minoritaire. Il y a eu quand même quelques recherches qui ont été faites, mais ça reste encore un champ qui est à explorer. Comme je le disais plus tôt, la diapositive, deux diapositives avant, il manque aussi au niveau de ressources du ministère, mais aussi des maisons d'édition. Alors, tout ça fait qu'on a un petit peu un manque de savoir-faire, de comment, de quelle manière, quelle stratégie employer. Juste par curiosité, j'aimerais savoir qui ici dans la salle, je pense que nous sommes 7, est-ce que nous sommes 7 participants? Attendez, 2, 4, 5, 6, 7. Je suis curieuse de savoir qui a une éducation en milieu majoritaire. Si vous levez juste la main avec votre petit bonhomme, allez lever la main. Éducation en milieu majoritaire ou une pédagogie du milieu majoritaire, comme si vous étiez en milieu majoritaire. Je vois qu'il y a 3 personnes qui ont levé la main qui ont une éducation en milieu majoritaire. Et pour Patricia, Sonia et Sylvette, est-ce que vous avez eu une pédagogie du milieu majoritaire tout en étant en milieu minoritaire? Non. Patricia dit non. Je serais curieux. Lise dit oui. J'ai eu des petits bonhommes la main levée. Oui, très bien. Alors, on a quand même 4, oui, des 7 personnes qui ont eu plus une pédagogie du milieu majoritaire. Il y a eu Patricia qui est franco-albertaine.
Ce qui s'est passé aussi, je n'ai pas bien sûr vos âges, mais parfois ce qui se passait dans le milieu minoritaire francophone, c'est que c'est des enseignants du Québec qui venaient enseigner. Alors même si même certains d'entre vous ont grandi en milieu minoritaire, vous avez une pédagogie aussi du milieu majoritaire. Alors c'est juste une question de se poser la question par rapport à ce que vous avez eu comme enseignement et comment ça peut aussi affecter votre pratique. J'essaie de remettre ma flèche. J'ai remonté ma flèche. Est-ce que quelqu'un aimerait commenter sur ça par rapport à leur expérience pédagogique en milieu majoritaire, versus en étant en milieu minoritaire? Je sais qu'en Colombie-Britannique, c'est un défi au CSF où il y a plusieurs enseignants qui arrivent du Québec ou de la France ou du Maghreb et qui arrivent dans nos classes et n'ont pas nécessairement développé les stratégies pour enseigner le français en milieu minoritaire. Quelqu'un aimerait? Oui, Eric, pas évident de comprendre la dynamique. En effet. Quelqu'un aimerait commenter? Oui, Patricia, des enseignants franco-albertains, quelques profs québécois au secondaire. Corinne, en français, toujours en milieu minoritaire. Merci. Intégration, langue et contenu, nous poursuivons. Ça, c'est Gibbons qui propose de... c'est Gibbons qui propose de se concentrer sur, bien sûr, le message, ensuite sur la langue, pour finalement sur l'utilisation de la langue. Alors, on va y revenir sur ça, puis ça va se clarifier au fur et à mesure de notre présentation. Ah bon, bonjour Hélène, on a une nouvelle personne. Bonjour Hélène, bienvenue. Alors, les deux approches que je vais vous suggérer d'explorer, c'est l'approche intégrée de Roy Lister et celle du contenu obligatoire versus contenu compatible, qui est une approche de Snow, Met et Genesee. Bien que ces approches ont été développées pour le contexte de langue seconde, elles s'appliquent très bien en contexte de langue francophone en milieu minoritaire. D'ailleurs, même du côté ici anglophone, on se retrouve beaucoup avec des situations dans des écoles où il y a énormément d'immigrants et les élèves ou de réfugiés, et même si on est en situation majoritaire en anglais, la pédagogie doit être adaptée parce qu'on se retrouve dans des classes où 50-60% de nos élèves n'ont pas l'anglais comme langue maternelle. Alors, de plus en plus, même au niveau de la pédagogie du côté majoritaire ou du côté francophone, c'est pas une pédagogie d'immersion, disons, c'est une pédagogie francophone en contexte minoritaire. Il y a les recherches qui ont été faites par Lister et par Snow, Met et Genesee au niveau de leur stratégie. Ça, c'est mon point de vue, sont très, très applicables dans le contexte francophone et on en parle d'ailleurs, nous, dans la formation des maîtres à l'université, à SFU et d'ailleurs aussi à UBC, parce que ça donne des outils concrets aux enseignants. Bien sûr, au niveau de l'immersion, les défis, certains défis vont être différents, mais et aussi au niveau de la richesse du vocabulaire, tout ça, les élèves ne seront pas nécessairement au même niveau, mais au niveau des stratégies, c'est applicable dans les deux milieux, autant dans le programme enrichi d'immersion que dans les programmes francophones en milieu minoritaire. Et ça pourrait aussi, ceux qui travaillent en ESL, j'ai vu aussi, c'était Daniel qui travaillait aussi en ESL, qui peut être aussi appliqué au niveau d'anglais langue seconde, ça pourrait être aussi appliqué pour l'espagnol ou d'autres langues. Question jusqu'à maintenant pour les deux, ce sont les deux approches qu'on va voir et je vais vous demander comme devoir cette semaine d'essayer une des deux de manière plus explicite dans vos salles de classe. Est-ce que je pourrais avoir des petits pouces ou des petits bonhommes sourire pour qu'on voit que ça va? Sonia, bonhomme sourire. Lise aussi, Corinne.
Très bien, Daniel. Merci. Alors, je vais poursuivre. L'approche intégrée proactive, l'importance du questionnement pour développer les habiletés langagières. Lester a remarqué que beaucoup, souvent encore dans les classes, on pose des questions aux élèves et souvent les questions restent encore un peu des questions fermées. Oui ou non, ou quelle est la réponse à? Et là, les élèves vont donner une réponse assez courte. Et là, Lester demande encore de réfléchir à comment on pose des questions pour que les élèves soient amenés à devoir plus expliquer autant à l'oral qu'à l'écrit. À l'écrit, on a plus tendance à le faire. On va dire dans des travaux, explique ta réponse. Donne deux raisons qui expliquent ta réponse. Mais à l'oral, on voit moins le faire et on sait très bien que en ayant des questions plus fermées, les élèves n'ont pas la chance de travailler le contenu et la langue en essayant de justifier leur réponse. C'est une question aussi de gestion de classe parce qu'on ne veut pas trop s'attarder sur un élève, parce que les autres vont commencer à déranger. Mais cette première diapo par rapport au questionnement dans la salle de classe, comment est-ce qu'on donne la possibilité à l'élève de s'exprimer le plus possible pour pouvoir utiliser les mots qu'ils doivent apprendre, soit en maths, soit en sciences ou en sciences humaines, quand ils donnent une justification. Alors, on peut demander... Attendez, je vais reprendre ma flèche, là. On peut demander l'élaboration. Un élève... Oups, ma flèche est restée en haut. Excusez-moi, je m'en vais avec ma souris, là. On peut demander à l'élève d'élaborer davantage. On peut... Pardon. Demander une justification à l'élève, puis on peut demander d'expliquer. Alors, ce serait un aspect à retenir pour ce qui va venir ensuite. Je vous donne quelques fondements ici pour avant de parler de l'approche intégrée proactive. Ensuite, le type de rétroaction corrective. Quel genre de rétroaction est-ce qu'on donne à nos élèves au niveau de la langue, mais aussi au niveau de la clarification du contenu? On va ici avoir à gauche en haut, là, excusez-moi, j'ai un problème avec ma petite flèche, là. Ah, j'arrive à la faire bouger, là, elle s'en vient. Une correction explicite, c'est qu'on va fournir à l'élève la forme correcte tout en lui indiquant qu'il y a une erreur. Par exemple, l'élève va dire des œufs au lieu de des œufs, puis là, le prof va dire des œufs. On ne dit pas des œufs, on dit des œufs. On ne prononce pas le F, des œufs. Ce serait une correction explicite. On a la reformulation, c'est qu'on reformule l'énoncé de l'élève en éliminant l'erreur de façon implicite. Par exemple, l'élève va dire, le volcan a commencé à érupter. Le prof va dire à entrer en éruption. L'enseignant peut demander une demande de clarification. Il va dire, pardon, qu'est-ce que tu as dit? Et on prétend ne pas avoir compris. Pour mes petits de deuxième année, troisième année, parfois, ils savaient pas trop que je parlais anglais, alors je pouvais parfois, ils pensaient que je comprenais rien, que je savais rien, parce que je disais, qu'est-ce que tu as dit? Pardon, je comprends pas. Répétition de l'erreur. On répète l'erreur pour mettre l'emphase sur l'erreur pour signifier à l'élève que peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand l'élève va dire la guimauve, la chocolat, et l'enseignant va dire la chocolat. Là, l'élève va dire oh non, le chocolat. On a les indices métalinguistiques. On fait un commentaire où on pose une question qui souligne un problème dans l'énoncé de l'élève. Par exemple, l'élève va dire le éléphant. Puis le prof va dire, est-ce qu'on dit le éléphant? Est-ce qu'on dit, par exemple, j'ai entré au lieu de je suis entré? Et la dernière, c'est sollicitation. C'est qu'on essaie de solliciter la forme correcte par des questions ou un début de phrase à compléter. Alors l'élève qui va dire, c'est comme le boss de toute la Chine. Puis le prof qui va dire, oui, mais est-ce qu'on peut trouver d'autres mots pour dire que boss? On pourrait dire le président ou le premier ministre, mais l'élève essaie bien sûr de trouver le bon mot.
Alors, ma question serait pour vous ici, dans ces 1, 2, 3, 6 façons de donner de la rétroaction à vos élèves, de faire des corrections, parce qu'on sait que quand on enseigne, on les corrige beaucoup. Au niveau de la francisation, quels seraient les types de corrections que vous utilisez le plus souvent? Alors là, je vais vous laisser une minute pour les revoir, les 6. Puis après ça, je vais vous demander de me dire c'est lesquels que vous utilisez, vous, le plus souvent lorsque vous travaillez avec la chance de vivre en France. Les Français se corrigent toujours entre eux. Et moi, j'ai des étudiants français qui me corrigent. Ils se corrigent entre eux. À l'université, on parle des stagiaires, hein, des futurs enseignants. Peut-être que par exemple, comme Franco-Albertin, vous ne vous corrigez pas. C'est possible. Peut-être que les Franco-Ontariens ne se corrigent pas entre eux, mais au niveau culturel, ça dépend d'où on vient. Je sais que au Québec, les enseignants corrigent beaucoup leurs élèves qui sont des apprenants natifs. Alors, je suis pas certaine, Pascal, du contexte de ce commentaire-là, et je ne veux pas non plus le décontextualiser, mais au niveau de la correction, on corrige encore beaucoup les natifs entre guillemets. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de corrections explicites, de reformulation, indices métalinguistiques, répétition de l'erreur. Corinne, la question par rapport à comment on le fait quand les élèves ont un niveau de francisation très plus au niveau débutant, s'ils n'ont pas encore le vocabulaire. Je pense que ça dépend dans quelle unité vous êtes en train de travailler. Alors, si, par exemple, la question du chocolat, là, la chocolat, vous êtes en train de travailler sur, je sais pas moi, Pâques ou la Saint-Valentin, là, c'est un mot que l'enfant va avoir entendu beaucoup pendant l'unité. Là, je pense que la question est différente que si on demande, par exemple, une question par rapport au boss de la Chine et que vous venez que commencer une unité en sciences humaines sur le président ou le premier ministre. Alors, je pense que dans ce cas-là, ça va dépendre de beaucoup. Est-ce que vous en êtes dans votre unité? Est-ce que ça répond un petit peu, Corinne, à la question? D'accord. Alors, c'est intéressant de voir où est-ce que vous en êtes. Et je vais passer à la diapo suivante pour vous montrer, selon l'étude de Lester, qu'est-ce qui était le plus souvent utilisé. Et là, c'était pas là, vous avez fait vous-même une auto-évaluation de ce que vous pensez utiliser le plus en salle de classe. Mais lui, ce qu'il a fait dans ses études, ça c'est en milieu, c'était au Québec, dans les classes anglophones où ils apprennent, ils font l'immersion française surtout. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé avec des équipes de recherche, juste écouter les enseignants, les enregistrer et finalement compiler quel genre de rétroaction est-ce qui était donné. Alors, les résultats sont les suivantes. La reformulation est de loin celle qui est la plus utilisée. Celle qui est la moins utilisée, c'est la répétition de l'erreur. Ensuite, on a les autres. Wow, je suis en train de dessiner. Pardon, je ne l'ai pas dessiné. Je vais enlever mon marqueur, mais j'ai pas trouvé les faces. En tout cas, c'est pas très grave. J'aurais encore plus de dessiner. Alors, ce qui est utilisé souvent, c'est merci. Eric, c'est la reformulation. Et je vous demanderais essayer de voir pourquoi est-ce que ce serait la reformulation qu'on utiliserait le plus souvent en général. On s'entend bien que ce sont des études, là, ce n'est pas ce n'est pas nécessairement ce qui se passe partout, tout le temps. Mais lorsqu'on regarde ici dans le tableau, pour quelle raison pensez-vous que c'est la reformulation qu'on va utiliser le plus souvent? Vous pouvez le taper ou vous pouvez le dire à voix haute.
Oui? Autre idée? Évidemment, on est là pour enseigner aux élèves, alors on leur enseigne la bonne formulation, alors tu reformules. On veut Oui, pas que l'enfant répète son erreur, alors on lui donne Patricia la qui vient bonne de dire que c'est plus formulation. facile, puis Marie-Josée qui dit que c'est plus rapide. De ce que les études démontrent, c'est justement parce que souvent à cause de la fluidité du plan de leçon, oui, ce qu'ils vont dire en anglais de flow, c'est on va, puis on veut que les autres élèves comprennent bien et on continue. Alors souvent, c'est la reformulation qui va être C'est aussi plus facile. utilisée pour que ce soit plus vite et qu'on continue. Mais ce qui est prouvé dans les études, c'est que si l'élève n'a pas analysé et lui-même redit, dit à nouveau, et que c'est nous qui disons toujours la bonne réponse, la réponse correcte ou la façon correcte, ça, les études démontrent que l'élève ne va pas l'apprendre et ne va pas l'internaliser. Je ne sais plus si internaliser est un mot qui existe, mais il ne va pas être capable ensuite lui-même de l'utiliser de manière autonome, en tout cas beaucoup moins rapidement. Alors bien que ce soit la façon la plus utilisée dans nos salles de classe, lorsqu'on parle de francisation puis amélioration de la langue, ce n'est pas nécessairement la plus efficace pour l'apprentissage du vocabulaire et des formes grammaticales. On s'entend que c'est pas juste du vocabulaire, mais des formes et de la syntaxe. Et comme dit Marie-Josée, c'est pour ça qu'on répète tout le temps la même chose, en effet. Alors, c'est là qu'il faut commencer à réfléchir. C'est peut-être la façon la plus efficace en termes de temps, mais pas sur un terme d'enrichissement du français pour les élèves. Alors, ce serait un aspect auquel réfléchir. Moi, quand j'avais lu ce genre de recherche-là et ce qu'ils ont trouvé par rapport à la reformulation, j'ai dû remettre en question un petit peu la façon que moi, je corrigeais mes élèves parce que me rendant compte que c'est pas sur le moyen terme, ce n'est pas ce qui est le plus efficace pour que eux améliorent leurs compétences langagières. Je poursuis? Alors pour l'approche proactive, ça demande une planification avant les leçons, puis une approche réactive, c'est une demande de planification en réponse aux erreurs courantes des élèves. Souvent, ce qui se passe dans les cours, dans nos classes, pour intégration langue et contenu, ça va être plus une approche réactive, parce qu'on va dire, ah, finalement, ils n'ont pas ce mot-là, ah, finalement, ils n'ont pas ça, ah, finalement, ils font toujours cette erreur-là, donc, après ça, on va revenir. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ce qui est important aussi de faire, parce qu'on se rend compte que nos élèves ont la difficulté avec tel mot, avec telle formulation, mais ce qui est plus, ce qui est beaucoup plus, ce qui demande de faire, oui, au niveau des deux approches, ce serait une approche proactive pour que ce soit intégré lorsqu'on prépare nos unités, pour que justement les élèves deviennent des locuteurs francophones beaucoup plus compétents. Je vais juste vous donner quelques exemples de ce que moi j'ai vécu comme enseignante et aussi à la maison par rapport. Ça, c'est une approche réactive et aussi des corrections, une approche réactive pour une correction explicite. Pardon, je devrais écrire une approche réactive pour une approche explicite. Peut-être que vous l'avez entendu, vous l'entendez de vos élèves. Qui entend ça? Vous pouvez faire un petit bonhomme sourire. C'est le mon. Avez-vous? Est-ce que vous entendez ça? C'est le mon. Patricia l'entend. C'est peut-être chez les plus petits aussi. Oui, Daniel l'entend. Sonia l'entend. Hélène, Élise, est-ce que vous l'entendez? Oui, aussi. Lise, vous ne l'entendez pas. Alors, Lise, je regarde. 7e à 12e, oui, peut-être parce que vous travaillez avec les plus vieux et là, ils ont déjà finalement réussi à ne plus le dire, ce qui est très bien, ce qui est encourageant. Mais avec les plus jeunes, parce qu'ils pensent à It's Mine, et si on a, par exemple, nous, on a beaucoup d'élèves hispano-hablantes qui parlent espagnol, qui vont dire en espagnol, es el mío. El mío, c'est le mon aussi. El mío. Et on a des élèves qui vont faire des calques. Alors, une façon réactive, ce que je faisais beaucoup avec les petits, c'est dans la salle de classe,
plusieurs fois par jour. Vous savez comment les jeunes échappent toujours. Il y a toujours, si vous enseignez au primaire, là, même avec les quatrième, septième, cinquième année, au primaire, quand j'étais en deuxième, troisième année, il y a toujours une efface à terre, il y a toujours des crayons par terre, il y a toujours quelque chose. Alors, ce que je vais faire, là, je suis désolée de ne pas avoir la caméra là devant moi parce que ça m'aide à bien l'expliquer. Je vais essayer quand même de mettre la caméra. C'est et vous me verrez. Alors, je vais prendre le crayon par terre. Je vais demander à un élève, sachant que c'est pas à lui, je vais dire, Lia, est-ce que c'est le tien? Ou est-ce que c'est le mien? Et il va dire, mais non, c'est le sien. Est-ce que c'est le mien? Alors, je fais exprès pour ne pas le donner à la bonne personne. Théo, est-ce que c'est le tien? Non. Il va vouloir dire que c'est celui de, oui, c'est celui à Sonia. Et alors, on doit apprendre, c'est le sien. C'est celui à Sonia. Et alors ça, c'est un type très, très, très explicite que j'ai commencé à faire avec les petits à tous les jours, avant la récréation, après la récréation, parce qu'il y a des mitaines par terre, il y a un bonnet par terre, il y a un crayon, et plusieurs fois par jour, pour que qu'ils puissent commencer à vraiment se l'approprier à l'oral. Parce que c'est quelque chose que les petits ont besoin. Ils vont toujours parler de ce qui leur appartient, qu'est-ce qui est à quoi. Alors, c'est un exemple de stratégie pour quelque chose qui était réactif, qui devient à ce moment-là beaucoup plus proactif. Et au niveau de ma préparation, on s'entend bien que c'est une préparation qui est presque inexistante. Là, ça ne me demande pas de temps de préparation. Et les élèves se sont énormément améliorés en dedans de 6 mois. Malheureusement, je les ai vus l'année suivante et l'enseignant a recommencé à laisser passer cette erreur-là et les élèves ont recommencé à la faire. Alors, c'est en spirale l'apprentissage et lorsqu'on commence à se concentrer sur des structures, il faut que les enseignants s'entendent et que ça continue d'une année à l'autre. Question pour celui-ci. Est-ce que ma caméra fonctionne ou non? Ou est-ce qu'elle est toujours figée? Oui, ça fonctionne, Sonia? Ah, ok, c'est bien. C'est un peu plus, c'est un petit peu plus vivant. Alors, c'était la même chose avec les feutres. Je leur demandais, c'est ton feutre, c'est le tien, c'est le mien. Et c'est une façon très facile beaucoup plus facile de travailler ce type d'erreur-là. J'ai aussi remarqué beaucoup que les élèves ont des difficultés avec le GA. Qui a des difficultés avec le GA aussi? On parle avec les plus jeunes, on s'entend là. Est-ce qu'on a des petits bonhommes sourires? Qui a des difficultés? Il y a des élèves pour le I have. Avez-vous entendu des I have? Parce qu'ils pensent que le G c'est je, puis le A c'est have. Même mon garçon, milieu francophone minoritaire, a eu beaucoup de difficultés. Ma fille, beaucoup moins. Et les enfants à la maternelle, première année, classe francophone, je les écoutais, je les observais. Et certains enfants, ça leur prend du temps de se défaire du GA. Ah non! Sonia dit plus que quand elle était en immersion. Sylvette, non, pas encore, heureusement, mais parfait si vous n'avez pas ce type d'erreur. Ici, au conseil scolaire francophone, avec les plus jeunes, c'est une erreur qu'on entend assez souvent. Et ce qu'on fait avec eux, c'est beaucoup, on s'est rendu compte qu'une des raisons, ce n'est pas la seule raison, c'est que les enfants n'entendent pas la différence entre le je et le G. Alors le son E et parfois même le son est. Alors, je et G, si on le dit, quand moi je vous dis je, G, il y a des enfants qui entendent pas nécessairement la différence entre le je et le G. Alors, ce qu'on fait avec eux, c'est, je vais écrire les deux au tableau. Je vais écrire le je et le G. Et on fait beaucoup de juste la prononciation là de base. Je, je. Là, les enfants répètent. Je, j'ai, je. Je, j'ai, je.
Ils font je. Et ainsi de suite. Je. Et j'ai. Puis là, il y a un petit enfant qui va venir au tableau, qui va l'animer, parce que là, on se rend compte de qui entend la différence et qui n'entend pas la différence. Parce que dépendamment de si s'ils ont beaucoup de français à la maison, s'ils n'ont pas beaucoup de français à la maison, c'est un son que certains élèves apprennent à discriminer, mais plus tard, pas quand ils sont jeunes. Alors, à vous de voir dans vos contextes. Si c'est quelque chose que vous entendez, parfois, c'est pas nécessairement qu'ils souvent, c'est qu'ils n'ont pas entendu la différence entre les deux sons. Ensuite, le je besoin et j'ai besoin. Est-ce qu'il y en a qui ont cette difficulté-là avec vos élèves, le je besoin et j'ai besoin? Avec vos bonhommes sourires? Sonia, non. Sylvette, oui. Oui, les plus jeunes. Alors, avec les plus jeunes, Corinne dit oui, elle a cette difficulté-là. Je croyais, moi, au départ, que c'était plus c'est une des raisons, c'est le calque I need. Oui, j'ai besoin, pour ceux qui ont beaucoup d'anglais à la maison. Mais finalement, il y a des élèves que je me suis rendu compte en leur parlant plus, puis en essayant de voir, je leur disais I need, ça n'existe pas en français. On a le verbe avoir. Oui, oui, madame, on a le verbe avoir. Mais finalement, ça revenait encore à je et j'ai. Ils n'entendaient pas, eux, la différence. Je et j'ai. Je, j'ai. Et je leur demande dans ce cas-là, on pratique encore le j'ai, je. Et je leur demande comment est-ce que c'est différent dans leur bouche lorsqu'ils prononcent. Alors, je vais vous demander de faire, vos micros sont fermés, là, puis ça va comme ça. Mais c'est de le faire devant votre écran, là, le je et le j'ai. Je, j'ai. Et d'essayer d'expliquer quelle serait la différence. Comment est-ce que vous expliqueriez la différence à un élève au niveau de qu'est-ce qui se passe avec la langue, les joues, vos lèvres, le positionnement pour la prononciation pour un élève qui ne l'entend pas. Alors, essayez-le, j'ai. Qu'est-ce que vous leur diriez? Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer à un élève au niveau du son? Oui, Marie-Josée, c'est ça, c'est le volet de discrimination auditive, exactement. Pour certains sons qui, pour eux, c'est plus difficile d'entendre. J'ai avec un sourire. J'ai. Oui, je. Alors, si on dit j'ai, il faut ouvrir plus la bouche. Il faut sourire. Je. Comment est-ce que vous expliqueriez la différence avec le je dans ce cas-là? Si j'ai, il faut ouvrir plus la bouche, comme presque sourire. Quelqu'un voudrait prendre la parole au micro? Je fais mon wait time, là, je me pratique pour attendre. Qui aimerait vous dire comment est-ce qu'il pratique, comment est-ce qu'il expliquerait le je? Sonia? Je viens de voir Sonia qui a allumé son micro. Sonia Meyer. Ah, mais elle n'a pas la configuration. Alors, il faut vraiment que la bouche soit plus ronde, les lèvres rondes devant. Avec vos élèves. Alors, plusieurs élèves, surtout s'ils sont plus jeunes, s'ils sont plus vieux, ils sont plus gênés, puis ils sont plus conscients de leur image et comment leur bouche fonctionne et bouge. Mais avec les plus petits, on peut beaucoup travailler. Juste eux, ils se touchent les joues, puis ils voient comment leur bouche bouge différemment. Et on peut facilement les aider avec la discrimination positive pour éviter ce type d'erreur de base. Je continue. Il y avait quelqu'un qui disait aussi que j'ai besoin de, oui, qui souvent ils oublient le de après. Alors c'est, ils vont dire j'ai besoin. Bon, oui, mais c'est j'ai besoin de. En effet, ça nous prend le de. Il y a aussi enseigner de manière explicite, ça regarde comme. Est-ce que vous entendez beaucoup des ça regarde comme?
Bonhomme sourire, des petits pouces en l'air, oui, oui. Pour les plus vieux, j'ai remarqué que certains n'entendent pas la différence entre un verbe se terminant en « et » avec un verbe en « est ». C'est vrai aussi, je fais beaucoup le « et », pour surtout l'imparfait et le futur simple. Pascal, elle dit que ça regarde comme elle entend 1000 fois par jour. Alors, ce qui s'est passé avec mes élèves, ça c'était avec surtout, je dirais, deuxième année, troisième année, jusqu'à mes 12e années, on a énormément travaillé de manière explicite les différentes façons de dire ça regarde comme. Avec les plus petits, parfois je commençais avec 2 ou 3 modèles, mais avec les plus grands, dès qu'on passe en 6e, 7e année, on peut travailler avec les 5 formules. Il y en a d'autres aussi, mais c'est celles avec lesquelles je travaillais. C'est rare que je travaille c'est rare que je travaille en traduction pour des raisons que vous connaissez certainement, qu'on peut pas les choses ne se traduisent pas de la même manière, etc. Alors c'est très rare que je travaille en traduction, mais dans ce cas-ci, pour To Look Like, je travaille beaucoup en traduction avec les élèves. Je vais dire des choses comme par exemple, It looks like it's gonna rain. It looks like it's gonna rain. Dans It looks like it's gonna rain, de It looks like, ce serait quel de ces modèles-là qu'on utiliserait pour It looks like it's gonna rain? Quelqu'un aimerait me dire qu'est-ce qu'on utiliserait pour It looks like it's gonna rain? Oui, on dirait qu'il va neiger. Oui. Ou he looks like my, oups, c'est moi qui viens de faire ça. He looks like my grandfather. Simon looks like his grandfather. Oui, il ressemble à son grand-père. He looks sick today. Or Tanya looks sick this morning. Il va falloir changer le il pour un elle, mais elle a l'air malade. Oui. Il semble que je l'utilise plus avec mes plus vieux. Mais pour les plus petits, c'est on dirait que, il ressemble à, et il a l'air de plus adjectif. Que j'utilise ces trois-là, qu'on travaille énormément, parce que il faut dire que ce n'est pas évident pour eux, parce qu'en anglais, c'est facile, c'est it looks like pour toutes les situations. Tandis qu'en français, on dirait qu'il ressemble à, puis il a l'air malade, il a l'air triste, il a l'air content. On a ces trois formules qui sont très différentes, qu'ils doivent apprendre et aussi pouvoir maîtriser. Alors, c'est un autre exemple d'approche réactive aussi qui est devenue proactive et explicite avec les élèves. Et comme je vous dis, pour celui-ci, c'est un des seuls aspects que je travaille beaucoup en anglais et en français. Puis on donne des exemples en anglais, puis là, je donne un exemple en anglais, l'autre élève répond en français laquelle des trois j'utiliserais ou laquelle des cinq j'utiliserais, des formules, et pour que ça on le fait à toutes les semaines parce que c'est une expression qu'ils utilisent à tous les jours. Questions, commentaires pour celui-ci, c'est un diapo? Ça va? On continue. Pour ce qui est de l'approche intégrée proactive, là, dans les diapos précédentes, je vous parlais plus de ce que je décidais de faire sur le champ, de travailler sur des expressions avec lesquelles les élèves allaient discuter, qu'ils utilisent à tous les jours. Pour ce qui est avec l'approche intégrée proactive de Roy Lister, c'est plus une approche par enquête qu'on dirait, dans le sens où l'élève doit travailler sur la perception. Ici, c'est le contenu qui prime. On va conscientiser les élèves sur un aspect, sur un aspect de la grammaire. Ensuite, il va y avoir une pratique guidée, puis une pratique autonome. OK? Puis là, on va revenir à la pratique autonome sur le contenu qui va primer. Vous allez voir qu'au début et à la fin de ce espèce de processus ou de modèle, on va toujours revenir au contenu. Mais au milieu, ça va être la concentration. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui? Excusez-moi, j'ai une espèce de petit
cossin là qui était sur ma jambe qui a fait que ça l'a arrêté. En tout cas, oui, ok, parfait, on continue. Je suis désolée. Alors, je disais que si par exemple on avait une classe, on disait ouf, le masculin et féminin semble difficile pour cette classe, une classe de quatrième année, une classe de cinquième année, dépendamment de où est-ce qu'on est. Et là, on dit on va travailler avec eux au niveau de du féminin masculin. Et là, on est en sciences humaines. Alors, au lieu de faire une leçon sur le masculin et le féminin hors contexte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec le texte qu'on utilise déjà en sciences humaines. Alors, si je retourne à ma diapo d'avant, au niveau de la perception, on s'entend que c'est le contenu qui prime. Alors, c'est la discipline, c'est les sciences humaines, et non pas le contenu linguistique. Mais au niveau de la conscientisation, lorsqu'on va aller ici, ça va être au niveau de la langue qui va primer pour ensuite faire une pratique autonome avec l'élève. Alors, ce qu'on va faire en sciences humaines, c'est remarquer le masculin et le féminin dans ce texte-là. Et là, c'est l'enseignant qui peut déjà au niveau du temps de la salle de classe, parce qu'on veut que les élèves se concentrent, dans ce cas-ci, spécifiquement sur le genre. C'est l'enseignant qui peut déjà surligner dans le texte le genre avec les terminaisons. Alors, tout en ayant compris au niveau de la Fondation de Québec, le texte de sciences humaines, l'enseignant va surligner les genres. Ensuite, ce qu'il va demander de faire, c'est demander aux élèves s'ils reconnaissent des règles, s'ils reconnaissent des patterns dans la façon on travaille le genre en français. Alors, si on voit les mots en ion, si je regarde la mission, ion, la population qui est ici, le ion, la population, la fondation, les élèves vont mettre dans leur petit tableau ici, ils vont mettre les noms, la fondation, la population, la mission, et ça, ils vont se rendre compte finalement qu'en français, ce sont des mots qui sont en le genre et au féminin. Ils vont faire ça aussi avec les autres. Alors, c'est à l'enseignant de bien spécifier lesquels il ou elle aimerait que les élèves se concentrent pour pouvoir les aider justement à clarifier en français les genres. Si vous avez des élèves qui ont d'autres langues à la maison comme l'espagnol, le portugais ou le roumain, pour eux c'est assez facile de faire le transfert. Mais si ce sont des élèves à la maison qui ont d'autres langues, dont l'anglais ou des langues où il n'y a pas vraiment de genre, où le genre est différent, pour eux c'est assez difficile. Ce que je fais moi aussi en salle de classe, Marie-Josée, on choisirait un aspect de la langue qui semble causer problème. Oui, pour un bon nombre de nos élèves, exactement. Mais ça, c'est en sciences ou en sciences humaines et par exemple en maths. Et là, de le prendre à partir du texte de mathématiques ou à partir du texte de sciences et de voir en contexte comment on l'utilise. Ça, c'est l'approche de Lister. Pour ici, moi j'ai cette feuille-là, je vais d'ailleurs pouvoir vous l'envoyer, ça vient d'un manuel de plusieurs années de Gladys Jean, où justement il y a les terminaisons. Parce que je sais que nous, on a des élèves qui ont appris la règle, moi je les vois à l'université, qui disent moi j'ai appris quand j'étais à l'école que c'est les mots qui finissent en E qui sont au féminin, puis le reste c'est au masculin. Alors, donc, ça règle pas vraiment le problème du masculin et du féminin en français. Alors, ce que j'ai fait dans les classes où j'ai enseigné, c'est que chaque élève avait cette feuille recto-verso-là. Souvent, je la mettais comme rose fluo ou une couleur très voyante pour qu'il ait dans leur cartable en tout temps. Il y a des élèves pour qui c'est très facile le masculin et le féminin. Et je remarque même à l'école des enfants, quand j'écoute les enfants parler ou quand je vais dans des visites dans les classes pour observer des stages au conseil scolaire francophone, ça varie énormément d'un élève à l'autre. Alors, certains de vos élèves n'auront pas besoin de cette aide-là. Il y en a d'autres que oui. Oui, lecture partagée, est-ce que ça s'applique aux plus jeunes? Pour les plus jeunes, oui, mais vous auriez bien sûr, ça c'est Corinne qui pose la question, vous auriez un texte qui serait beaucoup plus court, parce que ça c'est un texte beaucoup plus long, ça serait peut-être au niveau à ce moment-là de la lecture partagée. Et pour les plus jeunes, je commencerai pas avec toute cette fiche-là, je commencerai avec certaines de ces terminaisons-là. Avec les plus vieux, ce que j'ai fait, et là, est-ce que ma caméra fonctionne? Parce que moi, je vois pas si ma caméra fonctionne. Est-ce qu'Eric, ma caméra?
fonctionne? Démarrer ma webcam. Parce que là, je vais vous la mettre. Présentement, je ne vois pas la webcam, Isabelle. OK. Débuter le partage. Est-ce que vous la voyez maintenant? Est-ce que moi, je devrais me voir? Non, attends, je vais non? Ouvrir. OK. Et vous pouvez comprendre l'idée ici que ce que je fais, c'est que pour tout le côté féminin, ici, tout le côté féminin, je fais une fiche jaune par terminaison. Alors, ça va être une fiche jaune par terminaison. Et pour tout ce qui est du côté masculin, ça va être une fiche verte par terminaison. Alors, vous les voyez ici? Vous voyez à la maison avec mes fiches? Maintenant, pour que ce soit très... Oui. J'ai replacé le pod vidéo, donc on te voit. OK, merci. Alors, avec les élèves, ce que je vais faire dans ce sens, après ça, c'est pour que je les écris en gros. Et là, ça va être d'un côté de la classe, au mur. Ils vont l'avoir en haut, tous les verts. Ils savent que vert, c'est masculin. Et toutes les jaunes d'un côté. Vous pourriez faire d'autres couleurs, orange, bleu, comme vous voulez. Mais je trouve ça important, ce que je trouve qui a marché le mieux dans mes salles de classe et avec les enseignants que j'ai travaillé, avec lesquels j'ai travaillé, c'était pour ceux-là, pour les aider pour le masculin et féminin, c'est d'avoir un code couleur. Parce que des élèves vont se souvenir, ah, je me souviens, ça c'était sur du vert. Ah oui, le vert, c'est masculin, par exemple. Et il y a d'autres élèves qui vont se souvenir que, oui, tout ce qui était jaune, ah oui, il me semble que c'était jaune. Ils vont se souvenir que jaune, c'était féminin. Alors, ça les aide. Il y en a des élèves qui sont très visuels au niveau code couleur. Il y a des élèves qui vont se souvenir que, ah, ça c'était à gauche. À gauche, tout était masculin, puis du mur à droite dans la classe, tout était au féminin. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a qui vont avoir un espace plus spatial. Une mémoire spatiale, ils vont se souvenir de quel côté de la classe est-ce que c'est. Alors, c'est pour les aider à avoir beaucoup moins de frustration avec justement l'apprentissage du masculin au féminin pour les élèves pour qui c'est difficile. Alors, les aider à reconnaître les patterns et aussi dans un texte. Et ensuite aussi les aider à avoir des outils pratico-pratiques, puis ils sont pas toujours en train de regarder dans le dictionnaire. Il y a aussi le site web, ce qu'il est en train de dire justement Pascal, je pense. Oui, il y a un site web qui est Phobilab. Et ce site web-là, si vous... Ah, c'est celui-là. Est-ce que je peux le copier-coller à partir de mon PowerPoint? Je pense que non. N'est-ce pas? Non. Je peux pas le copier-coller dans la boîte de dialogue. Je vais m'en occuper, Isabelle. Continue. OK. Alors, il y a aussi des statistiques qui ont été faites, puis je pense que c'est aux statistiques auxquelles Pascal se réfère, qui vont aider certains élèves. Alors, vous pourrez consulter ce site web-là, parce que là, ça va par pourcentage. Il y a des élèves qui sont très mathématiques, qui vont se souvenir des pourcentages. Il y a aussi la stratégie, puis ça, c'est aussi au niveau de la discrimination positive, surtout pour les plus jeunes, mais je me suis rendu compte pour certains élèves qui sont plus vieux, qui font pas nécessairement la différence entre le 1 et le 1. Je suis au numéro 3 ici. Le 1 et le 1. Et si on continue avec la même logique de couleurs, bien sûr, on garde les mêmes couleurs pour nos élèves, pour que ça puisse leur rester en tête. Et ce que je vais faire, c'est par exemple, je travaillais en sciences humaines, la communauté avec les troisième années, puis je parlais de une école, une église, un supermarché. Et là, chaque élève a un carton jaune puis un carton vert, et ils les ont sur leur table. Et là, quand je dis une école, là, il faut qu'ils lèvent. Un parc, un supermarché. Et là, ils doivent le faire assez vite. J'essaie de dire les mots assez rapidement. Et là, je peux facilement voir quel élève doit regarder autour de lui parce qu'il n'a pas entendu. Il y a des élèves qu'on voit très, très rapidement, ils ne se trompent jamais. Et il y a des élèves pour qui c'est beaucoup plus lent. Et là, je me suis dit, ah, cet élève-là a de la difficulté à entendre la différence entre un et une. Et j'ai trouvé que c'était une stratégie qui m'aidait beaucoup au niveau intégration langue et contenu, parce que là, c'était en sciences humaines. En sciences, on travaillait les vertébrés et invertébrés. Je viens de faire un petit bonjour à mon petit garçon là, qui vient d'arriver. Alors, tout va bien.
vertébrés, vertébrés. Alors, je suis pas en séance en train de leur parler du masculin et féminin puis faire une leçon sur ça, mais on fait de la révision rapidement et je leur demande de travailler leur petit carton vert, leur petit carton jaune. Ce qui marche très bien aussi, c'est qu'une fois qu'ils sont assez à l'aise avec le vocabulaire, c'est que eux-mêmes, entre eux, en petite équipe, ils font activité carton vert, carton jaune. Ils adorent ça. Alors, un élève joue à l'enseignant et il doit poser des questions à ses camarades. On est dans des équipes de 3 ou 4. Et là, le petit élève va dire un éléphant, oui, vertébré, un ver de terre, une tortue, etc. Et alors, en même temps, les élèves doivent répéter le vocabulaire et de bien différencier le un et le une. Et ça les aide et ça, c'est intéressant aussi de les écouter parce que les enfants vont dire, tu as dit un tortue, c'est une tortue. Alors, ils vont commencer aussi à se corriger entre eux. Et c'est une activité, encore une fois, mes petits cartons jaunes et mes petits cartons verts, ils sont toujours là, tout près. Puis, on les utilise souvent. Ça prend 5 minutes avant la récréation, à la fin de la journée, révision, au début d'une petite unité, pour qu'on puisse faire la différence. Le 1 et le 1, je fais comme j'ai et je. On regarde, on parle beaucoup de qu'est-ce qui se passe dans notre bouche pour les élèves. Parce qu'il va se passer au niveau de la discrimination auditive, c'est que les élèves qui n'entendent pas la différence vont se retrouver à dire N. Au lieu de dire un chien, ils vont comme faire une espèce de entre-deux. Avez-vous des élèves qui font des entre-deux, une espèce de un chien? Est-ce que vous pouvez faire des bonhommes sourires pour voir? Avez-vous des un chien chez vous? Oui? Non? Oui? Daniel a dit oui. Ils vont pas dire une maison, ils vont dire une maison. Mais lorsqu'ils vont dire le ma et le mon, ça va aller, mais c'est le un et le une qui ne sera pas clair. Alors au niveau de la discrimination auditive, c'est important de les entraîner et de leur faire comprendre qu'il y a une énorme différence au niveau de la prononciation. Alors ce sont différentes stratégies pour travailler au niveau du genre et c'est tellement important en français puisque ça va affecter ensuite tout ce qu'ils vont dire par rapport à l'accord de l'adjectif, à l'oral, ça va affecter. Et aussi, à l'écrit, ça va affecter tout ce qui est la morphosyntaxe pour nos élèves. Ensuite, pour continuer avec un peu intégration langue et contenu, toujours, Roy Lester a fait une étude pour voir quels étaient les temps de verbe utilisés par les enseignants, parce qu'on se trouve que nos élèves ne sont pas très habiles pour utiliser des temps verbaux plus complexes ou le plus que parfait, par exemple, ou le subjonctif, ou le futur antérieur. Ils ont de la difficulté pour enrichir leur communication à les utiliser. Et surtout en milieu francophone minoritaire, là ici c'était une étude en immersion, j'aimerais bien qu'ils puissent la faire, c'est la même étude en milieu francophone minoritaire, mais je n'ai pas trouvé une qui a été récente, qui a été faite récemment, et de se rendre compte que les enseignants, lorsqu'on travaille avec nos élèves, lorsqu'on enseigne, on utilise surtout le présent ou l'impératif. Oui, lorsqu'on travaille avec nos jeunes. Ensuite, le passé, le futur, le conditionnel un peu et les autres verbes presque pas. Le temps de verbe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'acte d'enseigner, on est beaucoup au présent et à l'impératif. Et si nos élèves sont dans des maisons, dans des familles où à la maison, ils n'ont pas des situations langagières riches avec leurs parents, avec leurs grands-parents, avec des cousins, où ils vont parler au subjonctif, où sa mère va dire il faudrait que tu fasses tes devoirs. Il aurait bien fallu qu'on aille, oui, chez voir grand-papa. Ça c'est il aurait bien fallu qu'on aille voir. On parle de temps verbaux beaucoup plus complexes, mais s'ils sont pas exposés à ça en salle de classe, parce qu'en salle de classe, on est beaucoup au présent, à l'impératif, avancez, faites ci, faites ça, à vos places, lisez, travaillez en équipe, changez d'équipe, on est beaucoup au présent à l'impératif. Et ensuite, on s'entend pour le palier 5 de francisation que les élèves aient une richesse de vocabulaire et des phrases complexes, on s'entend qu'ils doivent avoir des temps verbaux complexes. Et
Pascal qui dit oui que j'utilise toujours souvent le subjonctif, mais ce serait à vous peut-être de vous faire un petit devoir pour essayer de voir dans vos plans de leçons, finalement, est-ce que vous vous retrouvez aussi beaucoup au présent et à l'impératif? Ce qu'on est en train de dire aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus réinventer, se mettre à parler au subjonctif quand on n'en a pas besoin, là. C'est si logiquement votre leçon est au présent, mais ça sera au présent, mais d'être conscient que si on fait beaucoup du présent, puis après ça, on parle aux élèves d'écrire au passé composé, ou avec l'imparfait, puis avec du plus que parfait, mais que ça va pas venir de soi. Il va falloir travailler beaucoup avec eux de manière explicite, et on parle aussi beaucoup, par exemple, en sciences pour le conditionnel, si on veut faire des hypothèses, on travaille beaucoup le conditionnel en sciences. Mon hypothèse est que si je fais blablabla, si je faisais on pourrait, il y a le si, oui, si je mettais si plus imparfait plus le conditionnel, si je faisais on pourrait voir, là, il va falloir revoir avec nos élèves cet aspect-là du français en sciences lorsqu'on leur demande d'émettre des hypothèses. Et ce qui se passe, c'est souvent, on pense au contenu et pas à la langue, et on pense pas qu'il faut peut-être revoir le si plus imparfait plus le conditionnel lorsqu'on va être en sciences pour faire des hypothèses pour notre expérience. C'est aussi pour les prédictions en français, quand on fait les activités de lecture. Je pense qu'il va arriver ça va, parce que ça va être au futur proche, mais si on dit s'il va faire ça, voici ce qui pourrait se passer, là, il faut qu'au niveau de notre préparation, de notre plan de leçon, qu'on réfléchisse à la structure de verbes que je veux qu'ils utilisent pour faire des prédictions. Pour pouvoir exprimer le passé composé et l'imparfait. Je vais vous donner d'autres exemples de ce dont parle Lister. Par exemple, ici, on est encore en sciences humaines. C'est un exemple de sciences humaines. Lorsqu'on parle de passé composé et l'imparfait. Alors là, on va encore être avec le contenu. Travailler avec le contenu, parce qu'on doit continuer avec notre curriculum, mais en travaillant sur un texte, on va surligner, l'enseignant surlignerait les verbes qui sont là, puis leur dire, ah, voyez-vous? Oui? On a des verbes ici qui sont, ce serait quel temps de verbe ça? Ont immigré, c'est à quel temps? Ont quitté, c'est à quel temps? Nos élèves, si vous êtes avec des élèves un petit peu plus rapidement, ils vont dire, c'est à l'imparfait, c'est au passé composé, et rapidement de revoir, ah, mais quelle est la différence entre les deux? Pourquoi est-ce que je mettrais l'imparfait ou le passé composé? Et là, revoir rapidement avec eux la règle. Mais ce qui est important pour Lister, c'est de partir de textes qui sont déjà utilisés en classe où la langue est lue, apprise en contexte. Alors, si vous pensez au modèle, je retourne, de Roy Lister. Je regarde aussi le temps qui passe, là. Si je regarde le modèle de Roy Lister, ce serait un modèle que vous partez du matériel que vous avez, de lecture que vous avez, ou du matériel audio, fait de l'écoute. Partez du contenu. Ensuite, vous allez vous concentrer sur la langue et vous allez continuer, terminer vos leçons avec le contenu. Est-ce que ça va pour ce modèle-là? Le modèle, j'appelle ça mon modèle loop, petite enquête, mon modèle détective ici. C'est ma petite enquête. Est-ce que je pourrais avoir des bonhommes sourires ou des petits icônes? Alors, on parle de ce qu'on a déjà en salle de classe, de notre matériel qu'on utilise, mais on fait des focus sur certains aspects de la langue pour aider nos élèves à explicitement travailler des aspects langagiers dont ils ont besoin. L'autre modèle, qui marche très bien aussi, c'est ce qu'on appelle le contenu compatible et le contenu obligatoire. Ça, c'est le modèle de Snow, Met et Genesee. Alors, compatible et obligatoire. Un contenu obligatoire, ça serait, je vais commencer en vous donnant un exemple de mathématiques. Alors, en mathématiques, si j'ai une unité, je ne me sais plus exactement c'est en quelle année,
Ça, c'est une fiche que j'ai prise de ma collègue Monica Tang. Et vous allez avoir aussi une petite fiche avec laquelle travailler. Et c'est un exemple que c'est elle qui l'a développé. Alors un contenu obligatoire, c'est le contenu dont vous avez besoin pour votre unité. Alors ici, bien sûr qu'en mathématiques, on aura besoin de les termes, le produit, le numérateur, le nombre. Alors c'est ce que on va appeler le contenu langagier qui est obligatoire pour les élèves pour cette unité-là. Je pense que jusqu'à maintenant, vous avez beaucoup d'expérience d'enseignement que vous comprenez très bien. Ensuite, il faut travailler le contenu langagier compatible. Et c'est là que parfois, on oublie de le faire de manière explicite. De manière explicite, on va faire le contenu langagier obligatoire, parce que c'est nos nouveaux termes, nos nouveaux mots qu'on doit faire pour notre unité. Puis ça, parfois, on va avoir une petite liste, puis on va les revoir avec les étudiants, avec nos élèves, puis on va le faire au fur et à mesure de l'unité. Mais ce qu'on oublie de faire de manière explicite, c'est de planifier autour du nouveau contenu langagier qui est compatible. Alors, par exemple, utilisation de mots-liens pour décrire l'ordre. Alors, ça, c'est compatible dans le sens que c'est du vocabulaire qui n'est pas strictement lié, oui, à cette unité-là de mathématiques. Ce sont des mots-liens pour exprimer l'ordre de la réflexion ou l'ordre des étapes qu'on va utiliser. Mais les élèves doivent savoir comment les utiliser et on doit leur demander de les utiliser de manière systématique. Par exemple, premièrement, j'ai fait la somme des individus. Ensuite, j'ai fait ça, puis blablabla. Alors, ce qui se passe, c'est parfois parce qu'on est pressé de faire notre contenu, on oublie de bien exprimer l'ordre de ce qu'ils ont fait et comment. Parfois, ils vont nous le dire, mais on leur demande pas de spécifier les mots liens. Mais là, au début d'une unité, ce que vous feriez, si vous êtes proactif dans votre planification langue et contenu, c'est vous allez dire, pour cette unité-là, mes connecteurs d'idées, mes mots liens seront, premièrement, deuxièmement, et troisièmement et finalement. Ou l'unité suivante, je veux faire d'abord, ensuite, puis. Faut pas toujours travailler avec les mêmes, ou si vous travaillez avec les mêmes, à un moment donné, il y a certains élèves qui les maîtrisent bien, et là, vous les poussez et vous leur donnez d'autres mots, des connecteurs pour qu'ils puissent justement enrichir leur vocabulaire. Toujours pour les maths, pour la même unité, utilisation des mots expressifs pour communiquer des émotions. Certains de nos élèves, la partie émotive, socio-affective se passe dans la cour de récréation, se passe en anglais, se passe à la maison, parfois ça va aussi être en anglais ou dans une autre langue. Et ils ont aussi besoin dans leur apprentissage à apprendre des expressions. Et c'est important pour eux de leur donner quelques pistes à nos élèves qu'on est en train au niveau de la francisation, qu'on soit au palier 1, au palier 2, au palier 3, de si je suis content, c'est des exemples ici, c'est quand j'ai essayé cette approche, j'étais tellement surprise que ça a marché. Je ne pensais pas que cette approche serait utile, mais quand la somme marchait, j'ai sauté de joie. Quand la somme marchait ou a marché, dépendamment du contexte. Après avoir essayé plusieurs approches, j'étais découragée et je voulais abandonner. Marie-Josée qui dit que le contenu compatible devient très pertinent, surtout si on veut que nos élèves travaillent en petits groupes, certainement, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est oui, ils vont glisser de l'anglais, surtout, j'ai remarqué, mais je suis pas la seule, là, les chercheurs, c'est tout ce qui est les petits mots de joie, cool, fun, I did it, good job, oui, alors il faut beaucoup les aider avec certaines de ces expressions-là pour pouvoir exprimer leur processus d'apprentissage. Aussi des marqueurs d'idées, mais parce que, mais là, c'est vraiment de base. On s'entend ici le mais, le parce que, mais puisque le cependant, pour nos élèves qui sont en apprentissage et pour nous aussi au niveau cognitif, ce sont des mots qui sont plus difficiles à apprendre et il faut décider que finalement, dans cette unité-là, on va travailler beaucoup le puisque, par exemple, et le cependant, alors de manière proactive. Ici, ça dit pourquoi est-il important d'enseigner, modeler, pratiquer, évaluer ces éléments de la langue dans les cours de maths. Et ce serait la même chose dans les cours de sciences humaines, ce serait la même chose dans les cours de sciences, dans les cours d'éducation physique. C'est parce que l'amélioration de la communication des processus mathématiques améliore aussi la réflexion en mathématiques. Et ça a été prouvé par les recherches. Plus qu'on a des mots pour l'expliquer, plus que ça nous aide à comprendre ce qu'on a fait et aussi ça nous aide à pouvoir l'expliciter pour soit l'enseignant, pour nos pairs, quand on travaille en groupe.
Et si ces éléments sont enseignés mais pas pratiqués et évalués, l'élève en mathématiques ne valorisera pas ces aspects de son apprentissage. Il ne verra pas le lien entre la communication et la réflexion en maths. Et on s'entend que de plus en plus, c'est comme ça chez vous parce que c'est comme ça partout au Canada, c'est en mathématiques, quand moi j'étais plus jeune, on voulait la bonne réponse. Maintenant, ce qu'on veut en mathématiques, c'est le processus mathématique pour qu'on puisse voir où est-ce que l'enfant comprend ces concepts. Mais on devrait aussi exiger au niveau de la pensée, au niveau du français, de la francisation, des mots-clés, de dire est-ce que c'est une cumulation d'idées ou est-ce que c'est en contraste, contrairement à ce que je pensais, ou c'est j'ai pensé à ça et en plus j'ai pensé à ça. Ou est-ce que j'ai pensé à ça, mais ça ne marchait vraiment pas, donc j'ai dû faire ça. Donc, j'ai dû faire ça encore, ce sont des blocs de langue syntaxique qu'ils doivent apprendre pour pouvoir exprimer un peu plus clairement leur processus, ici par exemple mathématique. Oui, qui est bien sûr un fondement de vos seuils repères. Alors, autant qu'on demande d'expliciter le processus mathématique à nos élèves, quand on est dans un processus de francisation, il faut aussi qu'ils soient capables d'expliciter en mots ce qui s'est passé dans sa tête. Et c'est là que souvent les enseignants, on oublie de réfléchir à comment on va le planifier de manière proactive dans nos plans de leçons. Ici, Eric, ça serait la fiche intégration langue et contenu en mathématiques qui serait à partager avec tous les participants. Alors je fais ça à l'instant. Alors, ce que vous allez voir, c'est les diapos que je viens de vous montrer sur les mathématiques, là. Celles-là, elles sont, je les ai découpées en diapos, mais elles sont regroupées sur toute une feuille. Et cette feuille-là, j'ai gardé la référence. C'est Monica Tang, ma collègue, qui travaille maintenant aussi à l'université avec moi, qui fait sa maîtrise sur intégration langue et contenu justement en mathématiques pour aider justement à enrichir le vocabulaire des étudiants et leur réflexion tout en faisant leur mathématiques. Alors, je vous encourage à aller à l'ouvrir pour revoir ces étapes-là. Donc, si vous cliquez sur éléments de la langue en maths, vous devriez être en mesure de cliquer sur télécharger et de télécharger le document pointé. Je vais juste attendre là pour que vous puissiez me faire un petit bonhomme sourire ou un petit icône comme quoi que vous avez accès au document ou un petit crochet vert comme quoi que vous pouvez avoir accès à ce document-là. Je vois que Sonia a mis ce crochet, Lise aussi, Sylvette. Les autres, ça s'en vient. Corinne, Daniel, Hélène, parfait. Pascal, ça va venir, j'ai l'impression. D'accord, Patricia. Alors, c'est juste pour vous montrer ce modèle qui est déjà rempli. Ensuite, Eric, est-ce qu'on pourrait afficher la deuxième feuille, celle qui est écrit modèle? Alors, encore une fois, pour celle-ci, je vais vous demander de cliquer. Ah, Pascal ne sait pas comment accéder au document. Je pense que Pascal, Eric va pouvoir t'appuyer sur ça. Je pense que tu fais juste cliquer dans ta fenêtre Oui. au document. Il va ouvrir Alors, les je viens deux boîtes de d'ouvrir les dialogue. deux. Et si tu cliques sur le titre du fichier, normalement, tu vas voir en bas, dans la fenêtre, télécharger le ou les fichiers. Alors, il faut cliquer en premier sur le fichier. Puis ensuite, la petite boîte de dialogue va dire télécharger le ou les fichiers. C'est bien ça? Moi, c'est ce qui arrive sur ma Absolument. fenêtre, en tout cas. Sur mon. Et si ça ne télécharge pas, Pascal,
Écoute, fais juste m'envoyer un petit courriel, puis je te l'envoie. Je te le transfère finalement. Je réponds à ton courriel avec les... Alors, le modèle de planification obligatoire, contenu obligatoire. C'est pas obligatoire comme modèle de planification. C'est contenu obligatoire versus contenu compatible. Comme je disais, souvent, nous, les enseignants, on pense beaucoup à notre contenu obligatoire, ce dont les élèves ont besoin, le vocabulaire et les expressions dont ils ont besoin pour leur unité, mais on oublie tout le vocabulaire compatible qu'on s'attend à ce qu'ils aient. Souvent, ils en ont beaucoup, ils ont beaucoup de bagages, mais on veut qu'ils l'utilisent de manière stratégique pour pouvoir mieux s'exprimer. Je vais continuer avec certains exemples concrets pour pouvoir je vois qu'il nous reste que 15 minutes là. Alors je vais accélérer un petit peu. Là, pour qu'on puisse avoir le temps de bien terminer. Eric, est-ce qu'on peut juste tasser les deux boîtes? Merci. Alors, par exemple, c'est une unité que j'avais fait pour les élèves en 3e année, en immersion, mais ce serait, si je travaillais au conseil scolaire francophone, je travaillerais avec la même structure parce que nos élèves beaucoup de nos élèves ont besoin de francisation. Alors, c'est une structure, devait construire une structure pour la ville, côté ville. Alors, ce que j'ai fait en travaillant, c'est mon contenu obligatoire. Vous voyez, j'avais déjà tout réfléchi. Il en manque un petit peu là, mais j'en avais un petit peu plus. La base, le corps, le haut. Je travaillais aussi beaucoup avec le masculin et le féminin. Et les temps de verbe, je pense qu'il faut. Je pensais mettre 2 piliers, mais pour mes mots liens, je voulais que mes petits cocos travaillent avec premièrement, deuxièmement, finalement. Il pouvait aussi avoir un troisièmement. Mon vocabulaire expressif, ça n'a pas marché, etc. Et les structures de phrases, c'est à la fin, lorsqu'ils devaient faire leur petite conclusion. Je l'ai qui me travaille que j'ai appris que, blablabla. Et ils devaient aussi travailler avec plus large que, plus grand que, plus petit que, parce qu'ils devaient comparer les différents aspects de leur structure. Alors, je devais revoir avec eux le plus que, plus grand que, plus large que. Alors ça, ce sont des aspects du contenu langagier compatible avec lequel j'aurais pas nécessairement travaillé de manière explicite avant, mais là, en suivant le modèle, j'ai travaillé de manière plus explicite et au niveau de la production, autant orale qu'écrite, à la fin de l'unité, c'était beaucoup plus riche et beaucoup plus clair pour mes élèves. Je vais passer rapidement. Ça, c'est pour le secondaire. Il y a un autre exemple. Même structure. Intégration sciences humaines, 3e année. On parlait de géographie, la rose des vents, le nord, le sud, l'est, l'ouest, une carte, une échelle, une légende. On parle du contenu obligatoire toujours. Au niveau du contenu compatible, c'est je vois versus j'ai vu une carte au parc Stanley ou je vois toujours des cartes au centre d'achat parce qu'on parlait des cartes. Oui, Patricia, vous allez avoir accès aux documents, certainement. Les mots expressifs, c'est frustrant, les cartes me fascinent. Au niveau du vocabulaire, là, il fallait beaucoup travailler l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Québec. Et les structures de phrases, pour cette unité-là, parce qu'on travaillait la rose des vents, le nord-l'est, il fallait travailler beaucoup et à l'ouest de et au nord. Isabelle, je pense que tu as accroché ton petit bouton encore, ma belle. Oui. Je t'ai vu bouger, là. Voilà, ok, c'est lui, mon fameux, c'est lui le coupable. Bon, je vais le mettre là. Alors, je disais qu'il fallait travailler structure de phrase à l'ouest de, au nord de, au sud de, 10 minutes 13 ans. Mon petit garçon qui aime me dire. Alors, pendant mon unité, parce que je travaillais mon contenu compatible avant mon unité, quand je parlais, je mettais vraiment l'emphase sur est-ce que c'est à l'ouest de,
au nord d'eux parce que je voulais vraiment que ça rentre pour eux puis qu'ils puissent après ça l'utiliser de manière correcte. Bien sûr, pour le contenu langagé compatible, là, on peut pas tout faire tout dans nos unités, mais stratégiquement cibler des structures qu'on sait qu'ils vont devoir utiliser de manière correcte pour pouvoir bien réussir et continuer à enrichir leur vocabulaire. Là, il y a un exemple pour la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est l'écran de 11e année avec qui je travaillais aussi. Au niveau du temps de verbe, je vais juste attirer votre attention ici. C'est très important lorsqu'on parle de conflit. Ils se battaient, ils se sont battus. Pardon, il y a une erreur ici. Vous voyez, ils se sont battus avec ES, pardon, c'est S, et ils se battent toujours aujourd'hui. Alors, au niveau de passé composé, imparfait ou présent ou plus que parfait, c'est extrêmement important. Alors, ça, on devait réviser ça à l'intérieur de notre unité de sciences humaines pour le temps de verbe. Et vous voyez que le contenu compatible, le langage compatible, parfois reste très semblable d'une unité à l'autre. Mais ça va parce qu'on veut continuer, on veut qu'ils renforcent ce qu'ils doivent faire et qu'ils continuent à construire une spirale. Et quand on voit qu'ils sont assez bons et qu'ils maîtrisent bien, on continue avec eux pour qu'ensuite il y ait un enrichissement au niveau de la langue. Si j'avais à le conceptualiser, là, je suis une personne très visuelle, une apprenante très visuelle, je dirais que le contenu compatible, ici, j'ai fait un petit schéma, là, il est toujours là, tandis que le contenu obligatoire, pardon, il y a le contenu, j'ai une petite coquille ici, contenu n'a pas de E. Mon contenu obligatoire des sciences humaines peut être différent de mon contenu obligatoire des sciences, pourrait être différent de mon contenu obligatoire des mathématiques, par exemple, mais ne sera pas différent. Mon contenu compatible, je peux travailler avec, premièrement, deuxièmement, troisièmement, dans toutes mes matières pour que mes élèves, ça devienne, par exemple, ancré, puis ensuite, je peux suivre d'autres modèles avec eux. Alors, mon contenu compatible va revenir dans plusieurs matières, tandis que mon contenu obligatoire, pas nécessairement. Alors, il nous reste, j'avais pensé vous faire travailler plus en atelier, mais le temps passe un petit peu plus vite que je pensais. Alors, il nous reste que 10 minutes et je veux être respectueuse de votre temps parce que tout le monde est très occupé avec ses soirées et l'école. Alors, ce que vous devez faire, je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour jeudi prochain. Vous allez devoir choisir un des deux modèles. Alors, cette feuille-là, vous l'avez reçue, c'était la feuille modèle. Vous l'avez reçue. C'est l'intégration langue et contenu. Ça, c'est contenu compatible et contenu obligatoire. Alors ça, c'est une feuille avec laquelle vous pouvez travailler ou vous pouvez décider de travailler avec l'approche intégrée de Lister. Si vous travaillez avec l'approche intégrée de Lister, j'ai pas de feuille à vous donner parce que dans ce cas-là, vous partez de vos textes avec lesquels vous travaillez déjà. Est-ce que ça va pour ça? On comprend la différence? Pour contenu obligatoire et compatible, vous avez une feuille. Là, vous pouvez commencer à la remplir. Tandis que pour l'approche intégrée de Lister, vous partez de vos manuels, de vos feuilles, de vos textes, de vos chansons. Et là, vous regardez les aspects langagés avec lesquels vous devriez travailler. Alors, votre devoir, entre guillemets, oui, ça serait de commencer à réfléchir d'ici jeudi prochain, peut-être faire juste un brouillon d'un modèle. Vous dites, ah oui, je vais travailler tel texte en français ou je vais travailler tel texte en sciences. J'aimerais essayer l'approche de Lister avec ma petite loupe. Dire quel aspect de grammaire, langagier, ça pourrait aussi être les mots liens, ça pourrait être au niveau de la structure du texte, c'est pas obligé d'être juste de la grammaire, ça pourrait être les temps verbaux. Qu'est-ce que je pourrais, sur quoi j'aimerais attirer l'attention de mes élèves en vue d'une future communication que eux doivent faire soit à l'écrit ou soit à l'oral. On s'entend que c'est pour eux, pour qu'ils puissent produire à un niveau de français plus riche de qu'est-ce qu'ils pourraient produire normalement sans avoir cet enseignement-là explicite. Ou si vous dites, non, moi je vais travailler plus avec le contenu obligatoire et compatible, je sais que la semaine prochaine, lundi ou mardi, je vais travailler avec quelque chose sur les plantes
en sciences en deuxième année, je vais commencer à réfléchir plus à qu'est-ce qui est mon contenu compatible et mon contenu obligatoire. En guise de conclusion, puis après ça, je vais avoir prendre le temps pour les questions, c'est que niveau à l'autre de francisation, je pense qu'il faut comprendre que, de ce que je comprends de mon expérience, c'est qu'il va quand même continuer à avoir des erreurs. Mais la nature, la complexité des erreurs, c'est ça qui devrait changer. Ça devrait être des erreurs plus complexes. Un élève qui est rendu un petit peu plus vieux pourrait peut-être avoir des erreurs avec le subjonctif passé, mais il fera plus des erreurs de base de, par exemple, je regarde comme. On s'entend? Alors, il ne faut pas s'attendre non plus que les élèves ne fassent plus d'erreurs, mais c'est la complexité des erreurs qui devrait changer. Alors, si la complexité des erreurs change, là, on se dit, on est sur le bon chemin. Parce que là, nos élèves continuent à apprendre, il y a des bases qui se solidifient. Puis intégration langue et contenu, c'est très motivant pour les élèves quand c'est en interaction. Et c'est la raison pour laquelle la session prochaine, on va parler, ça va être strictement sur l'interaction orale, comment mieux la structurer avec contenu obligatoire et contenu compatible. C'est avec ce modèle-là qu'on va beaucoup travailler la semaine prochaine. Je vais vous montrer des exemples avec lesquels j'ai travaillé pour qu'au niveau de l'interaction orale, comment enrichir les interactions des élèves, comment les évaluer et comment que les élèves peuvent s'auto-évaluer pour aider leur métacognition et pour pouvoir eux-mêmes se fixer des objectifs langagiers pour les prochains oraux interactifs qu'ils vont faire. Alors ça, c'est la session du 12 octobre. Merci. Il reste 5 minutes. J'aimerais, je vais mettre ça à la fin là, mais j'aimerais juste pour avoir une idée, si vous pouviez m'écrire, si vous savez quelle approche pensez-vous explorer cette semaine? Vous avez à peu près, une semaine pour explorer. Alors, avec la présentation qu'on a réussi à faire aujourd'hui, pensez-vous partir plus de l'approche intégrée de quelque chose d'un texte que vous avez déjà? Sonia, approche intégrée, d'accord? Les autres, je vais juste le prendre en note. Sonia, je vais mettre approche intégrée. Si ça change au courant de la semaine, c'est pas grave, c'est votre développement professionnel. Et approche intégrée, Sonia aussi. Ceux qui travaillent avec des enseignants aussi, de voir qu'est-ce qui marcherait le mieux. C'est ton homonyme. Sylvette, approche intégrée, d'accord. En tant que prof au secondaire, je fais les deux souvent déjà. Pascal. Alors peut-être Pascal de voir continuer à le faire et de décider de voir qu'est-ce qui marche le mieux pour certaines. C'est sûr qu'il y a certaines unités, il y a une approche qui marche mieux que l'autre, ça dépend de ce qu'on fait, bien sûr. Patricia est en train d'écrire. Oui, certainement, ça s'est passé vite, en effet. Alors, voir laquelle des deux, dépendamment de ce que vous devez faire d'ici la semaine prochaine. Lise, une idée? Ou Corinne et Daniel? Corinne a dû quitter, alors je vais lui envoyer le petit devoir. Elle devait s'en aller. D'accord. D'accord. Élise? Daniel, encore incertaine, d'accord? Oui, avoir incertaine. Patricia, probablement l'approche intégrée pour toi. Ah, oui, probablement l'approche intégrée. D'accord, Élise, avoir aussi, Élise qui travaille de 7e à 12e année. De voir laquelle des deux serait peut-être pour expérimenter. Honnêtement, d'après mon expérience, ce ne sont pas les deux seules approches pour contenu et langue, mais ce sont les deux avec lesquelles j'ai le plus travaillé. Je ne crois pas qu'une est meilleure que l'autre. Ça dépend beaucoup du plan de leçon qu'on a puis de l'unité qu'on a.
Alors, je vais pas, moi, de mon côté, favoriser une ou l'autre. Ça dépend de ce qu'on est en train de préparer comme unité. Moi, je suis un petit peu comme Pascal où je fais les deux, dépendamment de ce que je suis en train de préparer, ce que je suis en train d'enseigner. Alors, à vous de choisir avec laquelle vous aimeriez expérimenter cette semaine. L'expérimentation peut être, si vous n'avez pas la chance de l'enseigner, ça peut être même juste de remplir le petit modèle en pensant à une unité que vous allez enseigner, ou vous avez un texte que vous savez que vous allez lire avec vos élèves, par exemple, pour une unité X dans 2 semaines, et de faire l'exercice de l'approche intégrée de Lister. Est-ce que ça vous va comme très ça? bien, Isabelle. Et puis je vais faire le suivi par courriel pour que les participants puissent vraiment là, savoir. Je vais redonner les documents, etc. Merci.